Pékin-Paris pour arriver place de la Concorde. Ils étaient partis sur les traces du prince Borghese qui fut le premier à remporter la course il y a 90 ans et qui avait alors allié la Chine. Entre l'Orient extrême et l'Occident, le voyageur va de légende en légende. Celle qui nous intéresse, nous, est celle du prince Borghese et un curieux aventurier à bord d'une étrange voiture. Chine démesurée, Tibet captif, Népal de tous les rêves, Inde mystique, Pakistan fébrile, Iran des mystères, Turquie de tradition ouverte sur une Europe uniforme. « 1907. Cela ressemble à une plaisanterie. En réalité, il s'agit d'un défi que lance le Matin de Paris dans ses colonnes. Qui est prêt, au volant de sa voiture, à relier Pékin à Paris? Le 10 juin, ils sont 5 équipages sur la ligne de départ à Pékin, conscients ou non de la démesure de leur entreprise. Il y a là 2 de Dion, une Spiker, un tricycle Comtal et une 10 chevaux Itala, avec à son bord le prince Scipione Borghese, accompagné d'Ettore Ghisardi, son chauffeur mécanicien. L'expédition est à la hauteur des rêves fous de Scipione Borghese. Sur les épouvantables semblants de pistes chinoises comme dans les boues de Sibérie, il faut à force d'homme ou d'animal extraire la lourde Itala de ses pièges de terre et d'eau. Le 10 août, pourtant, Scipione Borghese triomphe à Paris au milieu d'une foule enthousiaste. Le prince a vaincu 2 empires et réalisé un des plus beaux exploits de l'histoire de l'automobile. Cœur au battement sourd du Tibet et du Népal, l'Himalaya s'ouvre sur la vallée de Katmandou. Scipione Borghese a suivi la route des nomades au nord, dans des plaines russes sans horizon. 90 ans plus tard, c'est la piste du sud qu'empruntent 96 concurrents au volant de leurs voitures anciennes vers les sommets de l'Himalaya, à travers un Tibet sous haute surveillance chinoise. Le Pékin-Paris 1997, laissant derrière lui les fugitives images d'un pays tibétain trop vite oublié, s'engage dans des chemins tortueux de l'énorme massif. L'eau des glaciers se précipite ici en cascade, dans les sillons dont elle a entaillé la montagne. Elle éclaire le vert sombre des pentes abruptes, franchit les routes, découpe les pierres, pour rejoindre les hommes dans les vallées et baigner leurs terres. Là, le voyageur doit prendre son temps. Le rythme de ce pays est inaltérable. La nature y conduit à la patience et à la prudence. De la prudence, oui, il en faut. Il en faut même à cette frontière où le drapeau chinois assure que le Tibet est bien gardé. Bienvenue au Népal, les enfants de la Croix-Rouge accueillent avec allégresse le rallye dans le village frontalier de Kodari. Et les voitures, une à une, poursuivent leur chemin de montagne, le même que celui qu'elles suivaient depuis plusieurs jours. Mais l'ambiance a changé. Ce bout de royaume népalais est comme un refuge sur les flancs de l'Himalaya. Mais on travaille dur au champ, en attendant l'hiver qui engourdira, pendant de longs mois, une vie déjà paisible. Le Pékin-Paris est bien loin encore de son terme. La course n'a pas vraiment commencé. Elle cherche où poser ses roues. Les pilotes ménagent leur voiture.
avance sans hâte sur ces pistes étroites, chaotiques, caillouteuses, boueuses surtout, et s'engage dans les traces laissées par les lourds autobus qui relient Kodari à Katmandou. Et l'eau en abondance, cette eau qui surgit de partout et qui accompagne les hommes dans la vie comme dans la mort, tandis que l'on dresse un bûcher funéraire. Les rivières ici sont les artères qui font battre le cœur des villages. Elles sont parfois larges comme des fleuves. Les Népalais les ont apprivoisées avec sagesse et avec respect. La sérénité appartient à cette terre, aux gens qui y vivent. Ce ne sont pas ces étranges mécaniques venus d'un autre monde qui pourront la troubler longtemps. La montagne est trop belle, trop forte. Elle est trop rude aussi. Katmandou. Au creux de sa large vallée, l'ancienne Kantipur n'est plus le paradis artificiel des hippies d'autrefois. En revanche, tout un peuple y exprime sa ferveur. C'est la ville, dit-on, aux 100 000 temples. Hindouistes et bouddhistes y vivent en parfaite harmonie alors que tournent les moulins à prière. Les divinités partout présentes sortent de la pierre, et l'homme poursuit les rites immuables qui rythment son existence. Le bon vouloir des dieux est saisissable parfois du bout des doigts. L'essentiel de l'activité se déroule au seuil des maisons, des échoppes, des cuisines en plein air. Se mêlent là des parfums de fleurs et de fruits, comme pour chasser la pollution qui tente d'étouffer la cité. Commerçants et artisans se serrent dans les quartiers populaires. Une rencontre à Katmandou, c'est souvent un large sourire, un long regard qui se pose sur vous, un simple geste de bienvenue, c'est encore le silence d'un enfant timide. Les enfants, ils s'ébattent dans les eaux troubles de la rivière Bishmuati, où des hommes tamisent ainsi que des chercheurs d'or un mauvais limon pour trouver de la ferraille. Les moins pauvres, eux, vont à l'école où ils chantent la table de multiplication. En cette fin de mois de septembre, les Népalais, leur roi en tête, célèbrent l'Indra Tata, hommage à Indra, dieu de la pluie et roi des dieux. La foule mosaïque vive s'est rassemblée sur les marches des temples. Apparat et musique militaire. Les danseurs masqués ont investi Durbar Square pour leur parade. Déesse vivante de 7 ans, petite poupée de porcelaine, la Kumari est à l'honneur aujourd'hui, invisible sur son char. Pendant ce temps-là, les concurrents du Pékin-Paris sont arrivés à Katmandou, où un jour de repos les attend.
Repos, pas vraiment, car il faut remettre en état des voitures sérieusement malmenées par 15 jours de mauvais chemin. Le Français Paul Minassi en raconte. Hier, nous avons eu une journée de répit parce que la route de notre dernier campement jusqu'à Katmandou était particulièrement défoncée. Ils ont eu des éboulements, des choses comme ça. Et en fait, la route a été ouverte relativement peu de temps avant que nous y soyons passés. Et à cause de ça, les organisateurs ont annulé tous les temps sur ce secteur-là. Donc les gens ont évidemment profité de l'occasion pour ménager leur monture. De même, l'Iranien Javid est plutôt heureux d'en avoir terminé avec un parcours aux multiples pièges au volant de sa Payken. La route était horrible. Il n'y a pas de route actuellement, mais beaucoup de glissements de terrain. Dans beaucoup de secteurs, il y avait des passages étroits qui étaient très dangereux. La montagne s'éboule avec de grosses pierres. Beaucoup de rivières traversent la route. Nous avons eu beaucoup de problèmes pour passer ces rivières. Le rallye va quitter Katmandou. Nous devons partir, nous aussi, vers la frontière indienne. Nous tournons le dos définitivement à cette somptueuse montagne et saluons encore une fois ces villages blottis près des rivières. La course reprend ses droits, sous le regard des enfants curieux et joyeux. Les terribles routes de l'Himalaya n'ont pas décimé cette étrange caravane de vieilles voitures, comme nous pouvions le craindre. C'est maintenant la plaine qui attend les concurrents, après les ultimes méandres boueux du Népal. Ce n'est qu'un au revoir à ce fascinant pays, à ces gens qui ont le cœur au bord du sourire. Un au revoir à ces vallées fraîches que le rallye quitte à regret.